Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois, en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer pour agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle joué par la communauté scientifique, même si on va essayer d'éviter les généralisations, dans les questions de santé environnementale. Alors, par santé environnementale, j'entends assez largement les effets sur la santé des divers produits toxiques, chimiques, pollution atmosphérique, de la radioactivité, bien entendu, et puis aussi de toutes les nouvelles technologies, nanotechnologies, ondes magnétiques, etc. Alors, on sait que pour être crédibles dans leur choix sur ces questions, les autorités qui nous gouvernent s'appuient sur des conclusions scientifiques. Les scientifiques sont appelés à énoncer des vérités qui apparaissent comme incontestables aux yeux de la population. C'est pour ça qu'on voit à la télévision des gens en blouse blanche dans des laboratoires venir nous expliquer la vérité. C'est un gage de sérieux. Alors pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, on a un invité dans le studio, Gilles Nalbonne. Bonjour Gilles. Bonjour Isabelle. Merci d'être à Radio Galère. Merci de l'invitation. Gilles, tu as été directeur, tu es directeur de recherche émérite à l'INSERM. Ouais. Tu as travaillé. Ce qui veut dire que je ne suis plus en activité. Voilà, ce qui te permet depuis ta retraite d'être membre actif du réseau santé-environnement. Environnement santé raté. Tu donnes des conférences donc au grand public et aux professionnels de la santé sur les problèmes de santé environnement, les impacts de toutes ces pollutions sur nous. Voilà. Je voudrais qu'on commence avec une petite citation, comme on est dans une émission antinucléaire, mais on va voir que cette démarche s'applique grosso modo dans tous les secteurs. C'est un confrère, qui s'appelle, on va le citer, Jean-Claude Artus, qui intervient régulièrement pour faire la promotion du nucléaire dans les universités marseillaises en particulier. Donc il a un CV très 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 long. Il a fait des études en physique, les études en physique avec le CEA d'ailleurs, le commissariat à l'énergie atomique, et puis des études médicales à la faculté de Montpellier. Il a un doctorat en médecine, il est spécialisé en médecine nucléaire, enfin, etc. Donc c'est un scientifique reconnu, établi. Sur Fukushima et les conséquences sur la santé de la catastrophe nucléaire de Fukushima, voilà ce qu'il dit en 2015, c'est-à-dire 4 ans après l'explosion des réacteurs. Si le tsunami ayant ravagé le Japon a fait plus de 18 000 morts, la mise à mal des réacteurs nucléaires, on notera l'euphémisme, la mise à mal des réacteurs nucléaires de Fukushima n'a pas fait un seul mort dû aux radiations. Ça, c'est censé être la vérité scientifique. Je te laisserai commenter parce que je voudrais que ce monsieur, il énonce quelque chose. Je voudrais prendre un rapport au hasard qui a été produit en 2016, donc l'année dernière. C'est les médecins pour la prévention de la guerre nucléaire,
qui font un rapport sur Fukushima. Alors, pour eux, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, on ne peut pas les taxer puisqu'ils ont été... depuis 1959, ils sont liés à l'Agence à l'énergie atomique, donc on peut pas, internationale à l'énergie atomique, donc l'OMS, voilà. Hein, bon, d'après les données de l'OMS, on peut estimer que sur les travailleurs qui ont été exposés, environ entre 28 et 115, c'est très précis, sont censés développer un cancer radio-induit, et que entre 14 et 58 Milliers non, personne en mourront. Milliers. Je sais pas le. Non, c'est ça, oui. Non, pas milliers. D'accord. Non, pas milliers, 15, 58. Non, personne, unité. Et pour la population, qui aura environ 9000 personnes qui développeraient un cancer radio-induit, et ça ferait à peu près 4000 morts. Bon, alors, donc là, déjà, monsieur le professeur Artus, qui nous dit 0 mort, je sais pas, ça t'évoque quoi, là, dans un premier temps, avant qu'on parle des notions de base un peu sur la démarche scientifique? Bah, c'est stupéfiant, quoi. Je veux dire qu'un scientifique de ce niveau puisse donner un tel chiffre de 0 mort, c'est ahurissant, tout simplement. La première des choses, c'est que lorsqu'on donne un chiffre comme ça, au moins on s'appuie sur des données publiées, justement. Il est scientifique, donc il devrait au moins citer une référence d'une publication scientifique montrant de façon claire et nette qu'effectivement, il y a eu 0 mort. Donc, de balancer ça comme ça, de façon aussi directe, de dire il y a 0 mort, je trouve ça scandaleux, quoi, c'est tout. Bon, nous sommes d'accord. Oui, ben là, c'est pas difficile de ne pas être, de pas être d'accord. Hein, je veux dire, d'avancer des chiffres comme ça, déjà, bon, ça semble totalement surréaliste. Et puis, voilà, il n'y a aucune assise scientifique à ce qu'il dit. Alors que dans l'autre, ce que tu m'as donné, là, ce que disent les médecins contre la guerre nucléaire, bon, ils s'appuient sur des données publiées par l'OMS. Voilà. Lequel l'OMS, en général, s'appuie sur des articles scientifiques publiés, c'est-à-dire qui ont été évalués par des pairs. C'est le principe même de l'évaluation scientifique, c'est-à-dire de publier, d'avoir des articles qui sont au moins déjà évalués par les pairs. Après, on peut discuter que certains articles, effectivement, sont barrés ou pas barrés dans leur publication, parce qu'ils peuvent déranger, mais déjà, au moins, s'appuyer sur des données publiées. Là, ma foi, je dis ça comme ça. Voilà, très bien, nous sommes d'accord. Donc, c'est ces gens qui viennent à la télévision, comme le professeur Pellerin, t'expliquer que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Voilà. Bien, quelques notions de base sur la démarche scientifique, Gilles, si tu veux bien. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique ? Qui n'est pas le cas de ce monsieur, visiblement. Ben oui, dans son affirmation. Voilà, oui. La démarche scientifique de base, c'est lorsqu'on fait une recherche, c'est d'abord de poser une hypothèse qui tienne la route, hein, bien sûr. Donc de bien poser pourquoi on veut faire ce travail, en fonction de quoi. Est-ce que ça répond à des besoins de la société? Est-ce que ça répond à un besoin de connaissances pures, hein? On a le droit de faire de la recherche fondamentale. Voilà. Donc à partir du moment où on répond à une question que l'on s'en pose, soit par rapport à la société, soit par rapport à l'avancée des connaissances pures, donc on pose une hypothèse de travail. Ensuite, on fait l'expérimentation pour valider cette hypothèse. Hein, voilà. Donc l'expérimentation, ça c'est le choix des méthodes appropriées, hein, bien sûr. Soit c'est modèle animal, soit c'est des modèles in vitro, soit différentes possibilités pour valider l'hypothèse. Et ensuite vient l'étape, l'interprétation, les résultats et l'interprétation des résultats. Et donc ensuite, à partir de l'interprétation des résultats, on en tire une conclusion. Alors c'est là où effectivement, dans la conclusion, certains peuvent disons entre guillemets, se laisser aller à des conclusions plus ou moins aventureuses ou rester dans le cadre vraiment de la recherche, de ce qu'ils voulaient trouver sans aller au-delà. Voilà. Donc c'est dans la démarche scientifique, c'est très schématiquement ce que je viens de dire, c'est la façon de faire. Alors après, on pourra peut-être discuter de la façon à quel moment donné, cette démarche va être un petit peu perturbée par des éléments extérieurs. Mais on a donc déjà l'hypothèse.
Bon, là, on est en train de parler, mais ça marche, je crois, pour tous les histoires de santé, environnement. L'hypothèse, elle est... Moi, ce que j'aurais envie de savoir, c'est est-ce que la radioactivité ou est-ce que la pollution atmosphérique ou est-ce que cause un cancer ? Alors, est-ce que c'est pas une hypothèse, c'est une question, ça ? Oui, c'est une question, c'est une hypothèse que l'on pose. Voilà, oui, si, c'est une hypothèse. Est-ce que les substances qui sont contenues dans les particules fines peuvent provoquer un cancer du poumon ou un problème respiratoire. Donc là, on pose cette question qui est une hypothèse de travail. Hein. Oui. Et donc ensuite, on va faire justement, on va développer une stratégie expérimentale pour répondre à cette question ou à une hypothèse de travail, savoir si la particule va agir à tel ou tel niveau. Bon, voilà. D'accord. Et normalement, on arrive à la conclusion que oui, il y a un lien. Alors normalement, oui. Alors c'est là où le scientifique ne doit pas partir avec une idée préconçue, parce que voilà. L'hypothèse. Donc ça, effectivement, ça demande d'abord de la rigueur dans la démarche. Hein. Il faut être rigoureux, de la méthode, bien sûr, et ne pas vraiment partir avec une idée préconçue, parce que c'est le vrai moyen, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est-à-dire, parce que c'est le vrai moyen, effectivement, de biaiser, d'une part, l'expérimentation, et de biaiser ensuite peut-être les résultats et l'interprétation des résultats. Donc il faut faire preuve, je dirais, d'humilité. C'est-à-dire que peut-être les résultats ne vont pas forcément correspondre à ce que l'on pensait au début, à l'hypothèse de travail, et donc faire preuve d'humilité et accepter que les résultats ne vont peut-être pas dans le sens de ce qu'on pensait, parce que ce qu'on souhaitait, mais de ce qu'on pensait. Et donc là, effectivement, revoir peut-être que le protocole expérimental soit effectivement était bon. Si les résultats sont les résultats, et à ce moment-là, il faut les accepter. Voilà, ça c'est la partie peut-être la plus difficile pour un chercheur, d'accepter de s'être trompé. Voilà, donc il y en a qui disent qu'un chercheur douteux, c'est un chercheur qui ne doute pas. Hein, d'accord ? Oui. Voilà, on parlera du doute, mais ce ne sera pas le même doute. Ce ne sera pas le même. Oui, il y a doute et doute. Il y a doute et doute. Hein, parce que le doute en science, il est ça fait tout à partie fait de la démarche. De la démarche, hein, voilà, c'est ça. Tu m'avais parlé de la preuve ultime en démarche. C'est quoi ça comme concept en démarche ? Ah oui, alors la preuve ultime, ça c'est dans le domaine de l'épidémiologie, c'est-à-dire lorsqu'on veut montrer justement est-ce que telle ou telle substance que l'on peut inhaler ou que l'on peut ingérer dans une alimentation polluée, etc., est-ce que cette substance peut induire tel ou tel type de pathologie. Alors on a des données qu'on peut obtenir à partir de l'expérimentation animale ou sur des cellules isolées, etc. Et bien sûr, ce que j'appelle la preuve ultime, c'est la preuve que l'on peut obtenir à partir d'études chez l'homme. D'accord. Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas soumettre l'homme à cette substance. Hein. Donc, on va faire des études épidémiologiques et essayer de faire un lien. Voilà, essayer de faire un lien, justement, un lien causal, de causalité entre l'exposition à la substance et la survenue d'une pathologie que l'on recherche, donc cancer du poumon. Donc ça, c'est ce que j'appelle, effectivement, si on arrive à démontrer la causalité par des études chez l'homme épidémiologiques, des études de population, on arrive à démontrer de façon claire, nette et sans ambiguïté un lien de causalité entre l'exposition à une substance ou à des radiations et la survenue d'un cancer. C'est ce que j'appelle la preuve ultime. D'accord. Voilà. Mais le problème, c'est que pour obtenir ce type de preuve-là, ce sont des études qui sont extrêmement longues, qui sont coûteuses et qui sont souvent soumises à des biais parce que c'est très difficile d'arriver à
extraire des conditions de vie générales, c'est très difficile d'extraire le paramètre que l'on étudie par rapport justement à un ensemble de paramètres auxquels l'individu est soumis, la façon dont il mange, la façon dont est-ce qu'il fume, est-ce qu'il boit, au travail, etc. Bon, voilà. Donc c'est très difficile à extraire ce paramètre et donc ça nécessite des études extrêmement longues. Et je dis que cette preuve ultime est très difficile à obtenir et bien souvent très longue à obtenir. Et pendant ce temps, le temps court et les gens continuent à être exposés à la substance, etc. C'était le cas du bisphénol où on se disait n'attendons pas d'avoir les preuves épidémiologiques ultimes pour interdire le bisphénol A. On a déjà suffisamment d'arguments expérimentaux, déjà quelques études épidémiologiques qui montrent la dangerosité du bisphénol. N'attendons pas d'avoir la preuve par A plus B gravée dans le marbre que le bisphénol effectivement est dangereux chez l'homme. Interdisons tout de suite le bisphénol. C'était le scandale de l'amiante aussi. Scandale de l'amiante aussi, bien sûr. On pourrait, et donc là, on arrive à la question du principe de précaution, c'est-à-dire qu'un être normalement constitué, un être lambda qui n'est pas scientifique se dit « Ouh là là, s'il y a tant de doutes, s'il y a tant de risques, si le danger a été prouvé déjà dans certaines études, etc. » Dans le doute, mon grand-père disait ça, dans le doute, abstiens-toi. Voilà. Et on se rend compte que, en fait, donc dans le doute, abstiens-toi, ça voudrait dire interdire les substances sur lesquelles on a un doute. Exactement. Sauf que c'est le contraire qui se passe. C'est dans le doute, on continue et on fait de la fuite en avant. Alors ça, c'est quand même aussi extraordinaire. Oui, non, mais c'est tout le problème justement de la difficulté à apporter ce que j'appelle cette preuve ultime. Mais justement, l'attitude de gens responsables dans le domaine sanitaire devrait se dire qu'à partir du moment où on sait qu'une molécule est dangereuse, cette molécule doit être interdite et ne pas attendre des années et des années d'études épidémiologiques pour effectivement montrer in fine que, finalement, oui, cette molécule est dangereuse. Désolé, on a continué à vous exposer à telle et telle substance ou à tel et tel niveau de radiation. Et oui, désolé, effectivement, maintenant, on voit que c'est dangereux. Non, n'attendons pas. C'est tout ce qui va opposer, si vous voulez, la notion de danger et de risque. C'est-à-dire que les industriels et les politiques savent très bien jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'eux, ils partent sur la notion de risque, c'est-à-dire démontrer qu'effectivement, une molécule présente un risque pour la santé. Bon. Et c'est cette démonstration-là du risque qui est extrêmement difficile parce que dans certains cas, il va falloir des très longues études. Il va y avoir des interférences, comme je le disais tout à l'heure, du fait que chacun d'abord a ses propres paramètres biologiques, etc., son propre mode de vie. Et tout ça va induire, si tu veux, des brouillages de ton étude qui font faire que ça sera extrêmement difficile d'arriver à évaluer le risque. C'est un petit peu comme, je sais pas, je pourrais prendre un exemple tout bête. Tu as un flacon avec dedans de la dioxine pure ou du plutonium. Ce flacon, c'est un danger, d'accord, c'est un danger. Voilà. Tu vas le renfermer dans 2-3 enceintes de plomb. Le danger, il est toujours à l'intérieur, mais c'est renfermé, donc le risque, je dirais, est presque nul. D'accord ? Ok. Si ce même flacon, tu le prends... Je suis pas d'accord avec toi, mais... Non, mais on va simplifier. Voilà. Oui, simplifions. Voilà. Si ce même flacon, tu le prends, tu le sors de ses enceintes et que tu le laisses dans la nature comme ça, tu as toujours... le danger y est toujours, et le risque, tu peux toujours l'évaluer, parce que je veux dire, attendez, on va pas se balader comme ça avec un flacon qui contient un puissant toxique ou du plutonium. Bon, voilà. Donc là, le danger et le risque, tu peux toujours l'évaluer parce que tu as dans les mains toujours ce danger. D'accord ? Il est toujours il est toujours visible, isolé. Par contre, ce même flacon, tu vas l'ouvrir et puis tu vas le balancer de partout, dans la nature. Le danger y est toujours, mais le risque sera difficile à évaluer parce que ça va s'éparpiller. Ah, voilà. Voilà. Oui. D'accord ? Et
tu auras d'énormes. Ça sera très difficile d'évaluer le danger ensuite le risque que va provoquer le fait d'avoir disséminé cette espèce de flacon qui contenait ton polluant ou ton plutonium, qui se sera bon, voilà, parce que, eh bien, est-ce qu'une personne qui aura peut-être eu exposé à cette petite partie de ton polluant que tu auras épandu n'importe où, est-ce que si cette personne-là développe un cancer, est-ce que c'est parce qu'elle aura été exposée à cette petite partie? Oui, c'est toujours le problème de la cause et de voilà. Du Donc lien tu vois la notion de risque et de danger, c'est-à-dire que le danger, c'est quelque chose qui est intrinsèque à une molécule. D'accord. Et à partir du moment où tu sais que cette molécule est dangereuse, eh bien, cette molécule ne doit pas exister. Point barre. Nous sommes d'accord. Voilà, il ne s'agit pas de rentrer dans des études extrêmement longues, coûteuses et difficiles en termes de conclusion, parce que tu auras toujours effectivement des lobbies qui vont te dire oui, mais dans votre évaluation du risque, vous vous êtes trompé parce que les personnes que vous avez choisies. Mais la question, c'est il y aura toujours quelqu'un qui se mettra en train. On sait que c'est dangereux. Voilà. On sait qu'un milligramme un millionième de gramme de plutonium provoque un cancer du poumon. Exactement. On le sait. On le sait. Voilà. On le sait. Donc, on sait que le bisphénol, c'est dangereux. On sait que les phtalates, c'est dangereux. On sait que les polybromés, c'est dangereux, etc. Pour prendre l'exemple sur lequel je suis beaucoup plus au courant, si tu veux. Donc, on sait que ce sont des molécules dangereuses. Point barre, on les interdit. Oui. Voilà. Et c'est là où il y a effectivement cette attitude, je dirais, un peu de déni des autorités sanitaires, en particulier des autorités sanitaires européennes, ou même de certains scientifiques, c'est-à-dire qui dénient le danger de la molécule en elle-même. Parce qu'ils veulent être sûrs que cette molécule, effectivement, présente un risque pour la santé. Je veux dire, à partir du moment où on sait que c'est dangereux, c'est dangereux. Nous sommes d'accord. Voilà. Alors là, on est rendu un peu à la création. On va voir. Comment est-ce que la communauté scientifique, les autorités, enfin tout le monde, arrive à rendre acceptable quelque chose qui ne l'est pas, puisque c'est dangereux. Enfin voilà, moi je cite toujours l'exemple t'as un gamin qui a les pieds dans une bassine d'eau et qui va mettre les doigts dans une prise, c'est dangereux. Point barre. Enfin, tu le fais pas, t'arrêtes. Bref. Mais en fait, on arrive, comme avec le monsieur professeur Artus là qui nous dit qu'il y a 0 mort, à rendre acceptable cette notion de danger absolu. Alors, il y a le déni complet, on le voit, il y a la censure, enfin, il y a toutes les méthodes dictatoriales, totalitaires, etc. On assassine les scientifiques qui dévoilent des choses, on les met en prison, on leur coupe leur budget, enfin, ça, tout ça. Toutes les façons de... Et puis, il y a des choses plus subtiles. Et là, on en parlait tout à l'heure, c'est comment on crée le doute chez les gens. Comment, en fait, on nous explique que nous, on n'est pas assez calés, qu'il faut s'en remettre aux experts, à la vérité scientifique dont on voit qu'elle est manipulée, manipulable et tout ce qu'on veut. C'est cette création du doute, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. La création du doute, effectivement, c'est partie intégrante, malheureusement, de la recherche et de son exploitation. Elle est créée par des conditions, je dirais, économiques surtout, c'est-à-dire par les lobbies industriels, par certains politiques aussi. Et ça intervient au moment, si tu veux, où tu arrives, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le schéma de la recherche, hypothèse, expérimentation, interprétation des résultats, conclusion, que tu vas publier. Oui. Et donc, normalement, tout le monde a accès, tous les scientifiques, les autorités sanitaires ont accès donc à ces publications. Et c'est là où intervient la fabrique. Alors, si ces publications, effectivement, si ces résultats vont à l'encontre d'intérêts économiques, c'est là où intervient la mécanique, se met en place la mécanique du doute, c'est-à-dire que tu vas avoir des contre-feux qui vont être allumés par les lobbies industriels et qui vont descendre de façon bien souvent non scientifique, non rigoureuse, qui vont descendre les travaux, les résultats qui ont été publiés par des chercheurs académiques
le plus souvent, c'est par les chercheurs académiques. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur le bisphénol. Il y avait à peu près 90% des études, 80% des études qui montraient que le bisphénol présentait un danger. Mhm. Eh bien, ces 80% des études étaient faites par la recherche académique, c'est-à-dire totalement indépendant. D'accord, académique. Inversement, les études qui montraient que le bisphénol ne présentait aucun danger et il n'y avait pas de problème avec le bisphénol A, eh bien, ces études-là étaient financées par les industriels. Donc c'est là où, si tu veux, où les industriels vont mettre en opposition ces résultats, bien sûr, qui les arrangent, et ces résultats qui sont en nombre beaucoup moindre que les autres résultats académiques indépendants, et arriver à faire passer par le lobbying, on sait la puissance des lobbies, Oui. qui arpentent constamment les couloirs du ministère, les couloirs des agents sanitaires, etc., ou à l'Europe qui arpentent les couloirs de la Commission européenne, qui arrivent avec et qui apportent carrément, certes sur un plateau, aux commissaires européens, etc., qui apportent sur un plateau les résultats qu'eux ont trouvés et qui démontent non scientifiquement les résultats des autres, des institutionnels qui montraient des résultats qui n'arrangeaient pas les industriels. Et donc, ils arrivent à instiller comme ça que naît la fabrique du doute, c'est-à-dire que ils induisent chez le politique, chez le député qui, lui, n'a pas le temps de... Oui, voilà. c'est pas son boulot. C'est pas son boulot, donc ça devrait un peu. Voilà, mais... avec en plus, des fois, peut-être des petites combines, des arrangements, etc. Ouais. Voilà. Comme tu y vas. Et donc, à réussir à instiller donc, dans l'esprit soit des politiques ou des agents sanitaires le doute, et donc de dire, mais attendez, non, la vérité, regardez, nous on l'a fait, on n'a pas trouvé ça, et voilà. Donc c'est comme ça que naît le doute, et effectivement aussi après, peut-être dans l'esprit des gens, réussir à induire une interrogation. Oui, mais alors qui a raison, et on entend ceci, cela. Voilà, c'est pareil, la même chose avec le réchauffement climatique. Bon, c'est avec le dérèglement climatique. On va pas se lancer là-dedans. On va pas se lancer là-dedans, mais ça tient du même mécanisme de fabrication du doute, c'est-à-dire que à travers des études qui sont, disons, manipulées ou financées par les lobbies, par l'industrie, et qui sont très critiquables sur le plan scientifique aussi, eh bien, on arrive à induire le doute par rapport à d'autres études qui sont en quantité bien plus importante et bien souvent beaucoup plus rigoureuse dans la méthodologie, et donc à introduire le doute et à détruire cette... et donc retarder l'avancée des... Voilà, ça retarde, et en même temps ça provoque chez nous, enfin, une sorte de désintérêt pour l'affaire, parce que c'est une bagarre d'experts et que de toute façon, nous, on n'est pas assez calés pour pouvoir intervenir là-dedans, pour pouvoir y comprendre quelque chose, et qu'il faut vraiment se plonger. Et donc, on a un petit peu tendance à se dire qu'on va les laisser s'engueuler, puis quand ils auront trouvé un truc, ils nous le diront. Et puis, mais pendant ce temps-là, on continue. Voilà. Et continue à être exposé à des substances toxiques, à des Je voulais juste parler de Tchernobyl encore une fois, du nucléaire encore une fois, parce que c'est mon truc. Parce que je pense que c'est vraiment un des exemples là, les plus aboutis de tout ce dont on est en train de parler, de la négation, de l'omerta, etc. Et simplement pour dire, par rapport à Tchernobyl, on était en 2006, la catastrophe a eu lieu, enfin le début ça a commencé en 86, en 2006, il y a eu le Tchernobyl Forum qui a, voilà, comme le dit, qui a marqué du sceau de la science officielle, voilà, c'est les résultats, voilà. Alors donc l'explosion du réacteur aurait conduit à 49 décès, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et alors, comme il est impossible, c'est ce que tu disais, de relier quelques cancers, que ce soit aux retombées de l'accident, on ne peut pas faire de lien de cause à effet. Selon le rapport du Tchernobyl Forum, maximum 4000 cancers fatals à long terme parmi les 5 millions d'habitants, etc. Blabla, blabla, blabla. Donc, je t'ai montré tout à l'heure un petit pavé, là.
Tchernobyl, les conséquences de la catastrophe pour les populations et l'environnement, qui est paru, je ne sais plus exactement quand, au New York Academy of Science. C'est pas des imbéciles complets. C'est un truc énorme avec des graphes, des trucs, des machins. Et eux, nombre d'après eux, les conclusions, entre 1987 et 2004, 824 000 morts dues à la catastrophe de Tchernobyl dans le monde. C'était la fabrique du doute, hein, c'était juste pour illustrer. Voilà. Bon. Il y a plein de fabriques du doute, évidemment, comme on a dit un peu au début aussi, on peut faire des hypothèses qui sont un peu... déjà des hypothèses de travail un peu biaisées. Alors, ça c'est directement. Alors oui, effectivement, quand l'industrie finance, fait ses propres recherches, bon, déjà là c'est douteux, comme je te disais tout à l'heure. La majorité des études dont les résultats vont dans le sens de l'intérêt économique, en général, ce sont toujours des études qui sont faites par les industriels. Oui. Donc, effectivement, on peut se poser la question. Alors que des études faites par les académiciens, par les instituts où là, il y a l'indépendance, bon, ben, on voit que ce ratio est pratiquement inversé. C'est-à-dire que 80% des études ne vont pas dans le sens de ce que souhaiterait un industriel. Bon, alors, effectivement, il y a les industriels qui vont déjà peut-être... les industriels qui eux-mêmes financent leur recherche, donc on peut avoir des doutes. Il y a aussi, malheureusement, c'est la tendance... c'est plus maintenant une tendance, c'est une réalité, c'est-à-dire que même la recherche institutionnelle est de plus en plus financée par les industriels. Ah. Voilà, parce que il n'y a pas assez d'argent pour financer les industries, donc pour financer la recherche. Et donc, effectivement, on conçoit que ça peut être difficile lorsque un industriel finance une recherche de sortir des résultats qui vont à l'encontre de ce qu'on essaye de... C'est effectivement, il y a eu des cas où les résultats ont été plus ou moins arrangés de façon à ce que ça aille dans le sens de ce que souhaitait l'industriel. Voilà, donc ça aussi, attention, je précise bien, c'est pas la généralité. Hein, non, on ne fait pas de généralité. Mais ça existe. Allez, on va dire que ça existe. Je voulais juste ça tient maintenant à la structure même du financement de la recherche. Quoi. C'est un vrai problème. Je fais souvent, on l'avait invité dans cette émission, Annie Thébomoni, qui a écrit un bouquin super qui s'appelle La science asservie, et je voulais juste citer un petit passage. Donc cette complexité dont tu parles est mise à profit par les industriels, on en parle, pour exiger des preuves souvent scientifiquement inaccessibles et surtout dénuées de sens face à l'évidence du danger et des risques avérés, c'est ce qu'on a dit. Donc, en fait, ce sont les industriels qui exigent de nous, ou des indépendants, de faire la preuve de... Attends, je me mélange... Que le produit... Jusqu'à présent, c'était ça. Ils demandaient... C'est l'inversion de la charge de la preuve. Hein. Jusqu'à présent, c'est l'exemple de la loi REACH sur les polluants chimiques. Oui. Jusqu'à présent, on demandait à la société civile, de faire la preuve que le produit était toxique. Bon, maintenant, c'est l'inverse, c'est le renversement... Ouais. La charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on va on demande à l'industriel de montrer que son produit, sa substance, est inoffensive. Oui, mais c'est pas vrai. REACH. Ça, c'est pour les produits. Voilà, mais en fait, on sait très bien que c'est pas vrai. Parce que c'est pas ça qui se passe dans la réalité. C'est ça. Quand on a fabriqué du doute, c'est juste. On sait très bien que les industriels vont te dire on continue tant que vous n'avez pas apporté la preuve que c'est dangereux. Oui, mais eux doivent apporter la preuve maintenant. C'est à eux à apporter la preuve que leur produit n'est pas dangereux. Oui, mais tu sais que dans la pratique, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc effectivement, moi je suis toujours gêné quand on demande, du fait justement de la pression économique énorme qu'il y a sur le marché, je suis toujours gêné lorsque on demande à un industriel d'apporter la preuve que son produit, je pense que cette preuve-là doit être absolument indépendante. C'est-à-dire qu'elle doit être apportée par des organismes
indépendant de toute pression économique. Je veux dire, ça, c'est... Voilà. Pour moi, sinon, on ne s'en sortira pas. Et que ce soit l'industriel à prouver que son produit n'est pas dangereux ou... Et on en revient à notre petit plutonium dans son flacon. Quand c'est dangereux, c'est dangereux. C'est le bon sens humain après tout ça. Tu sais, on en arrive à... Bon, on a une émission derrière, donc on va... Mais je crois qu'on a déjà couvert pas mal de choses. On va demander 3 minutes encore d'antenne. Et je voulais, si je retrouve mon papier. Oui. Voilà, le voilà. Ça, c'est le code de déontologie, disposition, le code de déontologie pour les médecins inscrit au tableau de l'ordre. Je vous cite un article parce qu'il y en a plein. Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, on est dans le truc, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. Oh, ça peut peut-être être la conclusion du coup, non? Oui, c'est pas ce que tu en penses. Il y a du boulot à faire. C'est voilà, et peut-être. Non, mais je crois que là, oui, la conclusion qu'on peut faire effectivement, c'est la nécessité d'avoir une recherche totalement indépendante. Je veux dire, indépendante des pressions politiques, indépendante des pressions financières, des pressions industrielles, etc. Et je crois que le fond du problème est là, et que les décisions politiques soient prises vraiment, que les scientifiques qui travaillent dans le domaine soient beaucoup plus justement écoutés que les pseudo-scientifiques qui proviennent des industries et qui sont là justement pour servir la soupe aux industries et non pas aider à la protection de la population, quoi. Je crois que le problème de fond, il est là. Et on a tellement d'exemples à travers les médicaments, à travers la pollution atmosphérique, à travers les problèmes de radioactivité, d'exposition aux radiations ionisantes, etc. Voilà, les problèmes des perturbateurs endocriniens. Donc on a des exemples à l'appel comme ça où on voit que effectivement la pression des lobbies est malheureusement trop importante par rapport à la production scientifique honnête, objective, indépendante dans les instituts de recherche. Ouais, on se disait tout à l'heure que si on trouvait vraiment... Si la preuve était apportée de la causalité, enfin du lien cause à effet, ça remettrait en cause tellement de tout notre modèle économique et social. Donc c'est très compliqué. Je vais finir juste par une petite phrase que j'aime bien de Annie Thébaumony dans La science asservie. Car en définitive, il existe une différence radicale entre le savoir déshumanisé de la science orientée vers un froid calcul de risque socialement et économiquement acceptable en vue de la croissance économique et celui qui part de la conviction que chaque être est irremplaçable au monde. Bravo. Juste. Bravo. Bon, on était sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive avec Gilles Nalbonne. Tu étais donc directeur de recherche à l'INSERM et membre très actif du réseau Environnement Santé. Je vous invite à aller voir le site. Il faudrait que vous vous préoccupiez de radioactivité. C'est mon seul... Malheureusement, on ne peut pas tout faire, Isabelle. C'est mon seul bémol. Voilà. Il y en a qui le font très bien. Alors, laissons à chacun... oui, malheureusement, ils le font bien, mais ils ne sont pas très entendus. Le réseau Environnement Santé, c'est effectivement de mettre au cœur des politiques de santé, de mettre l'environnement. Parce que lorsqu'on voit l'explosion des maladies chroniques... tel que c'est actuellement, diabète, obésité, cancer hormonodépendant, on se dit que c'est pas le vieillissement de la population. Là aussi, il y a la fabrique du doute. On fait croire que c'est le vieillissement de la population. En fait, c'est l'environnement. Donc nous, c'est vraiment notre action, c'est de mettre le
les problèmes environnementaux au cœur des politiques de très santé. bien, Voilà. voilà, parfait. Et très bien, je vous félicite. Je vous félicite. Voilà, et vous pouvez retrouver... Merci de l'invitation. Ben, je t'en prie. Merci Radio Galère. Et voilà, et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube, enfin la chaîne YouTube du collectif Antinucléaire 13. On va remercier Sidi à la technique. Et on a fini pour aujourd'hui. Et désolé pour le retard qu'on a pris, mais on ne pouvait pas se couper en plein milieu. Voilà.